pixelisé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant des centaines d'années, même des milliers d'années, on a cru qu'on pouvait toujours trouver toujours plus petit. On a toujours eu l'impression qu'on pouvait diminuer les distances ad vitam aeternam, qu'on pouvait toujours diviser un segment jusqu'à l'infiniment petit. En fait, ça c'est faux. On s'est aperçu que c'était faux et que la réalité est pixelisée, c'est-à-dire en dessous d'une certaine grandeur, d'une certaine distance qu'on appelle la longueur de Planck, qui fait 0,003501 mètres, la distance n'a plus de sens. C'est comme sur les pixels sur votre écran de télévision, hein, c'est-à-dire que la réalité devient, l'espace devient un pixel, et il n'y a plus d'information en dessous de cette taille. Alors, autre bug, l'espace est déformable. Alors bon, on est habitué, on en parle même à l'école, l'espace est déformable, la théorie de la relativité générale qui nous a appris que la matière pouvait déformer l'espace, à tel point que, par exemple, certains ensembles très très volumineux peuvent même dévier les rayons lumineux, ce qui fait apparaître des mirages gravitationnels. Bon, donc ça, on a l'impression que bon, c'est pour les matheux, sauf que c'est vrai que l'espace est déformable, et pour vous aider à mieux comprendre ça, bon, forcément, quand vous imaginez que l'espace est déformable, vous faites une image dans votre tête d'un vrai espace qui n'est pas déformé, au-dessus duquel vous visualisez un espace qui est déformé. Eh bien non, le vrai espace qui n'est pas déformé, il n'existe pas. Ça veut dire que la réalité telle qu'on la conçoit, elle n'existe pas. Le fait qu'on ait affaire à un espace déformable est un énorme bug de la réalité. En plus de ça, non seulement il est déformable, mais il est plein de trous. C'est-à-dire qu'il peut imaginer quelque chose de complètement plat, donc l'univers c'est un volume, imaginez que l'univers soit complètement plat, que donc ce soit comme une feuille de papier, et bien l'univers peut faire ça. Je parle de la géométrie de l'univers. La géométrie de l'univers, elle est élastique. Hein. On peut la manipuler un peu comme on veut, et on peut même brancher notre réalité sur éventuellement une autre réalité ou sur elle-même. Si on broche notre réalité sur elle-même en tordant l'élastique que constitue l'espace, on peut même arriver ainsi à envisager des voyages dans le temps, aussi bien dans le futur que dans le passé. Je suis en train de vous parler de choses très sérieuses. Hein. Voilà. On peut aussi envisager, presque plus sérieusement, la possibilité de connecter une réalité à une autre réalité. Ce ne serait pas un autre univers, parce que ce n'est pas la même notion que les univers parallèles, ce serait plutôt des réalités parallèles qui sont dans le même univers. Voilà, simplement on ne verrait pas les autres, parce que nous on est branchés sur une certaine information du vide, et peut-être que d'autres existences pourraient être branchées sur une autre information avec une autre réalité. Quatrième bug, la matière est une illusion. On a vraiment découvert en physique que la matière était une illusion, c'est-à-dire que plus on cherche à comprendre ce que sont les particules, et plus on s'aperçoit que ce sont des vibrations matérielles, des vibrations de l'espace lui-même, des vibrations de l'espace, c'est-à-dire que cet espace élastique, imaginez qu'il y ait certaines vibrations très complexes, et bien, il y a certaines vibrations très complexes qui sont stationnaires et qui forment la matière. Cinquième bug de la réalité, on comprend qu'il y a la matière et qu'il y a normalement le vide. Hein, je ne vous parle pas de... Ici, tout le monde sait qu'il y a de l'air, donc ce n'est pas du vide. Je vous parle de l'espace intersidéral, c'est bien vide. Eh bien non, c'est plein d'énergie, c'est plein d'informations, et ça contient une quantité astronomique d'informations. Ça contient infiniment plus d'informations que l'information que nous on perçoit. C'est quand même très étrange. Et tout ça, c'est 100% authentique, hein. C'est pas du vivant qui sort du champ de la physique. Et encore un sixième bug de la réalité. Aujourd'hui, il y a un accord commun chez tous les physiciens, la plupart des physiciens qui ont étudié le problème du temps, c'est que le temps n'existe pas, c'est-à-dire que tout se passe comme si nous voyageons dans une vidéo.
tout se passe comme si, c'est-à-dire que notre futur est déjà là, notre passé est encore là, et ce qu'on appelle le temps, c'est simplement une illusion qui est due au fait qu'on se déplace dans une quatrième dimension qui est spatiale. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'espace. Et alors là, on est moins sûr. Là, les 6 premiers trucs que je vous ai dit, c'est du sûr et certain. Consensus complet de la communauté scientifique et des physiciens là-dessus. Après, y aurait-il plein d'autres tournages dans des réalités parallèles? Ça, on ne sait pas. Mais disons que c'est quelque chose qui est envisagé, là aussi, très sérieusement. Et à partir de là, la question est de savoir si nous sommes des figurants ou des acteurs. Si nous sommes des figurants, c'est le matérialisme. Si nous sommes des acteurs, là, il peut peut-être y avoir une loi d'attraction qui serait fondée sur un libre arbitre soumis à des règles. Voilà. Donc, vous avez dû voir le film Matrix. Alors, tout ce que je vous dis, ça vous fait certainement penser au film Matrix. Alors, le film Matrix est très juste de ce point de vue-là, sauf une chose, c'est que le film Matrix, donc, il montre que la réalité est comme une simulation, mais à l'extérieur de laquelle se trouve une autre réalité. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. Il n'y a pas une réalité qui serait comme un film dans laquelle on serait projeté, qui se trouve à l'intérieur d'une autre réalité qui, elle, serait encore plus vraie que la nôtre, ou disons comme ici, aussi matérielle. Non, parce que sinon on n'en finit pas d'imbriquer les réalités les unes dans les autres. Bien que ce n'est pas complètement absurde. Non, il y a une réalité matérielle qui est plongée à l'intérieur d'une réalité immatérielle, ou disons d'un champ d'information. Donc, par contre, le potentiel du film Matrix, le film Matrix pose des questions philosophiques qui sont quand même très intéressantes. Notamment lorsque, comment il s'appelle, Morpheus dit à Léo que le monde est une prison pour l'esprit, je pense qu'il touche à 99% à la réalité. Alors, bon, je vais passer vite là-dessus, j'aime bien présenter ce que j'appelle le parc de la pensée dans chacune de mes conférences. Bon, je vais passer vite là-dessus. Alors, quand je dis le parc de la pensée va s'effondrer, je veux dire que le paradigme matérialiste dans lequel nous nous trouvons plongés de par la manière dont fonctionne la société et de par cette pensée qu'on apprend partout, à l'école, pour commencer, à l'université. Elle est fondée sur 4 choses fondamentales. Donc l'idée que la conscience est le produit du cerveau, donc c'est le matérialisme, donc ça c'est faux. L'idée que la réalité se construit de manière unique et de façon déterministe, de manière mécanique. C'est-à-dire que l'univers est mécanique, ce qui est vrai, mais pas seulement ça. C'est-à-dire connaissant le passé, le futur s'en déduit de manière impeccable, automatiquement, et une seule version de la réalité. Donc sinon la mécanique ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, le déterminisme, ça c'est faux, ça a été largement faussé par 2 résultats fondamentaux de la physique moderne. On parle souvent du quantique, ce que j'appelle la faille quantique. On oublie souvent la faille du chaos. Bon, donc tout ça c'est faux. Et on pense que tout ce qu'on ne peut pas expliquer est dû à notre ignorance des causes. Et dans ce cas-là, on parle du hasard, ou alors on pense que chez les physiciens qu'il existe un hasard fondamental qu'on appelle Dieu qui joue au dé. Bon, ben ça c'est faux. Et on pense que la causalité est à sens unique, c'est-à-dire qu'il existe une flèche du temps qui fait que il ne peut y avoir que le temps ne peut se dérouler que dans un seul sens, ou alors les effets précèdent nécessairement les causes, et ça c'est probablement faux également. Je dis probablement parce que les 3 autres c'est certain, quasi certain. La causalité, je respecte le point de vue mainstream qui est de vouloir absolument maintenir la causalité, mais personnellement, dans la théorie que je défends,
la causalité fonctionne dans les deux sens du temps. Alors, ce territoire que j'appelle territoire de la pensée, dans lequel se trouve le parc de la pensée, qui est une espèce de plateau, on peut s'en échapper par différents endroits. Bon, je vais pas les préciser, mais là, il y a un endroit auquel on va s'intéresser en particulier, c'est ceux qui s'échappent du parc de la pensée en descendant dans la faille quantique. Ou alors en descendant vers la décharge du hasard, et ceux qui tombent dans le gouffre de l'illusion. Donc ils se retrouvent tous dans une espèce de vallée profonde, coincée entre la montagne noire et la falaise du déterminisme, etc. Et tout ça mène à la mer. Et à la mer, il y a quoi? Eh ben, il y a des petits bateaux, il y a des gros bateaux, des petits bateaux, des chalutiers. Et donc, voilà, les petits bateaux emmènent les gens en bateau, les gros chalutiers, carrément, ils prennent des bouts de grands filets. Et tous ces gens-là, donc, c'est ces gens qui s'intéressent non seulement à l'ésotérisme, mais qui veulent apprendre, qui veulent qu'on leur apprenne, qui veulent apprendre la découverte de soi-même, qui veulent apprendre plein de choses intéressantes. Eh ben, ils se retrouvent donc à prendre la mer et à aller dans des îles que je ne connais pas. Je ne vous en parlerai pas, je ne connais pas, ne me posez pas de questions sur ce qu'on fait dans ces îles-là. Moi, pour ce qui me concerne, je considère que pour comprendre ce que cherchent les gens qui se retrouvent dans cette vallée, il faut monter, il faut grimper, il faut aller vers ce que j'appelle le col de l'Ange. Voilà. Mais bon, je vais en rester là. On a assez parlé pendant mes précédentes conférences. Donc là, voilà. Donc là, j'ai remis en question quelques idées sur la réalité, et enfin beaucoup d'idées sur la réalité et pas mal d'idées sur la raison, ce qu'on croit être la raison, la rationalité, etc. Donc tout est par terre, hein, là. On est d'accord? Si j'ai pas réussi à mettre. Alors, notre conception du temps. On peut déjà se faire une idée de l'altération du temps, du fait que nous avons du temps un mauvais point de vue. Par exemple, lorsque nous dormons, si nous avons passé une très bonne nuit de sommeil, ben on a l'impression, quand on se réveille, qu'on venait de se coucher il y a 3 minutes. Ça vous est déjà arrivé. Moi, ça ne m'arrive plus, c'est dommage. J'aimais bien quand j'étais gamin, ça m'arrivait, j'étais très content. Il y a l'exemple de ce qu'on appelle l'état de zone ou de flow, qui est l'extase des sportifs. Lorsque les sportifs sont très très bien entraînés et qu'ils arrivent à un top niveau, il arrive à un moment où ils se retrouvent dans une situation où ils ont l'impression qu'ils font les gestes parfaits, mais d'une manière impressionnante, et ils ont souvent une sensation de ralenti, comme s'ils devenaient des observateurs, et comme si ce ralenti leur permettait justement de faire des gestes les plus impeccables qui soient. Alors on retrouve donc ça c'est l'inverse, donc la sensation de ralenti. On retrouve la notion de chamboulement de notre conception du temps dans les expériences de mort imminente. On retrouve exactement la même chose dans le chamanisme, et on retrouve aussi ces sensations dans certains états de conscience modifiés. Donc ça c'était pour donner un... Voilà. Et bien en physique, on va beaucoup plus loin que ça. En physique, on a découvert carrément que le temps n'existe pas à cause de quatre choses. D'abord, il est tout à fait possible d'aller voyager dans le futur. Simplement, on n'a pas encore la technologie. Lorsqu'on aura la technologie pour voyager dans le futur, il suffira de prendre un vaisseau et de s'approcher à une vitesse proche de la lumière et de revenir sur Terre, et on n'aura plus parcourir 1000 ans, alors que sur Terre, il s'est passé... non, pardon, on aura pu voyager pendant 1 an seulement, alors que sur Terre, il s'est écoulé 1000 ans. Donc ça, c'est le paradoxe des jumeaux de l'ange. Et ça, c'est réel, et c'est totalement confirmé, puisque la technologie issue des équations qui disent ça, c'est la technologie de nos GPS. Nos GPS ne seraient pas précis à quelques mètres près si ce n'était pas vrai. Hein, ils seraient précis qu'à 15 ou 20 mètres près. Autre chose, l'impossibilité de dater un événement qui est également vérifié par les horloges atomiques, c'est-à-dire que si quelqu'un se trouve sur une trajectoire de vie, sur une ligne temporelle, et que vous prenez quelqu'un d'autre sur une autre ligne temporelle, une autre trajectoire de vie, la première personne sera incapable de dire, si elle voit telle autre personne,
Ah ben voilà, j'ai vu telle autre personne à telle date. Non, alors, parce que lui ne sera pas d'accord. Impossibilité de se mettre d'accord sur les dates des événements. Ça, c'est quelque chose de vérifié. Alors bien entendu, à notre échelle, ce sont des effets infimes, mais à l'échelle, si vous prenez des repères qui se déplacent l'un par rapport à l'autre à des vitesses proches de celles de la lumière, ou simplement, même s'ils sont relativement fixes les uns par rapport à l'autre, mais qui sont très éloignés, ça a pour conséquence l'impossibilité de se mettre d'accord sur une date. Donc ça, c'est vérifié techniquement. Alors au niveau théorique, on a deux autres choses très importantes. C'est les solutions mathématiques de l'équation d'Einstein nous permettent clairement non seulement de faire des voyages dans le futur, mais aussi de faire des voyages dans le passé. Et c'est tellement vrai que les physiciens sont obligés d'inventer ou d'essayer de réfléchir à quel système de protection chronologique l'univers pourrait faire appel pour empêcher par le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire que si on retourne dans le passé, il y a un problème, vous pouvez tuer votre grand-père, donc vous n'existez pas. Les physiciens se torturent les méninges pour essayer de résoudre ce problème-là. Bon, je ne vais pas vous parler des différentes solutions qui ont été proposées, mais c'est un problème très sérieux en physique. C'est très sérieux. Et alors, jusqu'à un certain temps, jusqu'à relativement récemment, les physiciens quantiques n'étaient pas d'accord avec les physiciens relativistes. Vous savez que la physique est coupée en deux camps. Enfin, c'est pas vraiment des camps, mais disons que il y a les physiciens de, on va dire, l'infiniment grand et puis les physiciens de l'infiniment petit. Jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, les physiciens quantiques n'étaient pas d'accord avec les physiciens relativistes et ils disaient mais non, c'est des conneries, c'est l'histoire de temps qui n'existe pas, etc. Et bien maintenant, si, maintenant les physiciens quantiques s'y mettent parce qu'ils ont réussi à faire des expériences à la fois théoriques, c'est sûr, et même expérimentales, c'est partiel, qui montrent que des événements du futur peuvent être intriqués avec des événements du passé ou même du présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désolidariser ce qui se passe dans le futur de ce qui se passe dans le passé, et la physique quantique elle-même nous montre que tout se passe comme si, au niveau quantique, certains événements avaient lieu simultanément dans le futur et dans le passé. Donc ça secoue. Et donc aujourd'hui, les physiciens sont quasiment d'accord pour dire que l'idée du présentisme, qui consiste à dire le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus, elle est fausse, que par contre, il devient clair que le futur est déjà là et le passé est encore là. Voilà. Et donc ça pose quand même un énorme problème avec la physique quantique. Et heureusement, parce que là où ça coince, c'est que Heisenberg a découvert, il y a très longtemps, siècle dernier, et ça a été vérifié il y a 30 ans, d'abord en France. On en a parlé que quand les Américains l'ont vérifié, donc c'est pour ça que ça a tardé à faire du remue-ménage. Mais bon, moi j'ai démarré ma carrière au moment de la découverte de l'indéterminisme, ce qui a joué sur le fait que je suis là d'ailleurs à faire des conférences. Donc l'indéterminisme, c'est quoi? C'est de dire que la mécanique n'a pas les moyens de définir au niveau de l'infiniment petit dans quelle direction vont aller certains événements. Et donc on dit tout arrive simultanément, c'est-à-dire que toutes les particules sont à des endroits en même temps, enfin, on parle d'états superposés, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter avec la physique quantique. Disons que ici on va revenir, parce que sinon ça durerait trop longtemps, on va revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'indéterminisme permet de résoudre, nous donne un espoir, parce que si notre futur est déjà là, on a un sacré problème. On est d'accord. Voilà. Et s'il y a de l'indéterminisme, on sent que ça devrait être un moyen de le résoudre. Vous voyez? Bon. Alors, voilà. Bon. Alors, avant de justement envisager, parce que là ça va très loin, hein, donc là je vais vous refaire voler encore plus haut là, mais avant de commencer à voler loin là, on va quand même faire le point sur ce que disent les